qui a continué d'accueillir des enfants de soignants. Vous les avez rencontrés ce matin, échanges plutôt cordiaux. Et puis, ces échanges aussi avec ces mères qui vous ont exprimé leurs inquiétudes. Tout sera-t-il prêt d'ici la semaine prochaine? Et est-ce que vous envisagez de décaler la rentrée comme le demandent certains élus? Écoutez, d'abord, vous l'avez rappelé, depuis que nous sommes en confinement, donc depuis la mi-mars, il y a près de 30 000 élèves chaque jour qui vont à l'école. Les enfants de nos soignants, mais aussi de certains policiers, gendarmes, douaniers, de personnel qui, pour des nécessités justement de service et de la continuité de la vie de l'État, ont eu besoin que leurs enfants puissent aller à l'école. Environ 30 000. Les choses se sont organisées. On est là dans une classe où on était tout à l'heure ensemble, avec les règles, un apprentissage et un enseignement un peu différent. Ce que nous avons voulu, c'est que dans cette phase qui s'ouvre le 11 mai, le retour, comme je l'ai dit le 13 avril dernier, progressif et concerté puisse se faire. Alors pourquoi? Parce que dans la vie d'un enfant, rester 2 mois à la maison, même s'il y a un formidable travail, et je vais y revenir, qui se fait à distance, c'est quand même très traumatisant. On a des enfants qui décrochent, moins que dans d'autres pays, mais pour des raisons éducatives, pour des raisons sociales, parce que les inégalités familiales, les inégalités de logement sont multipliées dans ces périodes. Qui se sont creusées d'ailleurs. Elles se sont creusées. On a besoin de faire progressivement revenir les enfants à l'école. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est progressivement rouvrir les écoles, grande section de maternelle et écoles primaires, et progressivement, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale l'ont expliqué, les collèges, les lycées. Mais c'est d'abord l'étape de l'école. Alors tout n'a pas été, pendant ces 2 mois, j'insiste là-dessus, tout n'a pas été perdu, au contraire. Il y a un formidable travail qui a été fait par nos enseignants. Et je veux leur rendre hommage. Parce que l'Éducation nationale s'est mobilisée et on a véritablement apporté aux enfants, chez eux, une offre éducative formidable à distance, par le numérique, mais aussi par la poste. Et donc, je veux qu'on n'aille pas dire que nos enseignants, pendant 2 mois, étaient en vacances. C'est tout le contraire. Ils se sont mobilisés, ils sont justement appris à enseigner différemment aussi. Ils ont beaucoup travaillé. Moi, je veux leur rendre hommage, rendre aussi hommage aux familles qui se sont beaucoup mobilisées. Mais à partir du 11, une nouvelle étape va commencer. Et, alors justement, et donc, on rouvre les écoles. À partir de combien d'écoles ouvertes, combien d'enfants présents, vous estimerez que ce déconfinement scolaire est une réussite? Alors, c'est pas pour moi en nombre que ça doit se poser. Je l'ai dit, ça doit être progressif et concerté, c'est-à-dire qu'il faut bien le faire. Le 11, dans la plupart des écoles, ce sera une journée de pré-rentrée, comme on le connaît quand on fait la rentrée scolaire. Parce que les enseignants, il y a des exceptions, il y en a qui accueilleront les enfants dès le 11, mais la plupart du temps, ce sera une journée de pré-rentrée pour s'organiser entre soi. Et le 12 ou le 14, et là, il faut laisser sur le terrain les choix, peut-être chez certains un peu plus tard. On va accueillir progressivement les enfants. En ce moment même, les directeurs et directrices d'école, avec les maires, et je veux vraiment remercier les maires, l'ensemble de nos élus, mais aussi nos directeurs et directrices d'école et l'ensemble des enseignants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'organiser les choses pour dire combien d'enseignants peuvent revenir. Ils sont prêts à revenir. C'est la discussion que je viens d'avoir. Ils sont en train d'appeler les familles, de leur écrire. Peut-être si vous avez des enfants, vous avez reçu ces mots pour savoir est-ce que vous voulez remettre vos enfants à l'école. Ils sont en train aussi d'établir des priorités. J'avais des mères qui me disaient, moi, je veux d'abord que ce soit les enfants de ce qu'on appelle les familles monoparentales qui puissent revenir, les enfants les plus décrocheurs, ceux qui ont le plus de difficultés, je les connais, c'est eux qu'on va d'abord privilégier. C'est très bien. Et donc, progressivement la semaine prochaine, on va rouvrir avec des classes qui seront beaucoup plus réduites. Vous voyez, on met moins de tables, on ne peut pas organiser la cantine de la même manière, on ne peut pas organiser... Et donc, on va devoir collectivement, au plus près du terrain, avec beaucoup de pragmatisme, organiser les choses. Donc, mon objectif, c'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que le travail à distance, l'enseignement à distance n'est pas adapté, parce que les parents doivent retravailler. Pour toutes ces raisons, que les enfants puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. Progressivité, souplesse, mais que répondez-vous à ces élus, ces maires, et ils sont de plus en plus nombreux qui disent « nous ne pourrons pas rouvrir la semaine prochaine ». Est-ce que vous envisagez des mesures de contrainte? Non. Pas du tout. C'est pas la philosophie, et je l'ai dit dès le 13 avril dernier. Ce que nous avons à vivre collectivement, enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est inédit. C'est inédit. Jamais notre pays a eu à décider librement comme ça
de se fermer, de restreindre la circulation. On l'a fait en citoyen libre. Et là, on doit rouvrir avec, je le sais, des incertitudes, un virus qu'on maîtrise mieux grâce au confinement et grâce à l'engagement de toutes les Françaises et de tous les Français. Et je veux encore une fois les en remercier. Mais qui est toujours là. Donc il faut être très prudent et avec des règles sanitaires, avec un apprentissage. Donc les maires, je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire. Et donc il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. J'étais à l'instant avec des maires qui parfois ont signé les tribunes. Tous m'ont dit, nous on veut rouvrir. J'ai pas un maire avec qui j'ai parlé aujourd'hui qui m'a dit, nous ne voulons pas rouvrir. Certains m'ont dit, on va réussir à rouvrir dès le 12. Le maire des Mureaux, il me dit, dès le 12 je vais rouvrir, mais pour les familles qui sont les plus en difficulté. La semaine d'après, j'élargirai encore un peu. Je vais y aller prudemment. Mais je sais mes familles en difficulté, je vais les privilégier. Un autre m'a dit, peut-être que j'aurai plus de confort si je peux ouvrir le 14. Le tout, c'est que les maires, avec leurs directeurs d'école, leurs enseignants, soient sur une position commune concertée et que les parents soient bien informés. Parce que c'est très important que la vie familiale, professionnelle s'organise et que donc, d'ici à la fin de semaine, chaque parent soit informé de comment ça marche dans sa commune et pour son école. Et que dites-vous aux enseignants qui ne souhaitent pas reprendre la classe? Est-ce que là aussi, vous voulez vous montrer souple? D'abord, je leur dis merci du travail fait pendant toutes ces semaines. Ils ont tous contribué et fait un travail formidable. On a inventé une nouvelle façon d'enseigner par cet enseignement à distance, que ce soit, je disais, par le numérique, la poste, et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, parce que parfois c'est complètement refaire les cours, c'est une mobilisation, une organisation de leur temps différent. Donc je leur dis d'abord merci. Je dis merci aussi aux enseignants qui ont accepté d'être présents physiquement. Vous étiez avec moi avec des professeurs des écoles qui étaient là, et qui sont venus par roulement. Il y en a eu des milliers. Et ils sont venus à un moment où l'anxiété était beaucoup plus grande dans le pays, où le virus tournait de manière beaucoup plus virulente. Il a fallu que des enseignants, en organisant les choses, avec là aussi les maires, les directeurs d'école, il a fallu que des enseignants aient aussi le courage, le sens du devoir, mi-mars, de venir enseigner devant des enfants. Il ne faut pas l'oublier. Mais à ceux qui s'inquiètent, qui ne veulent pas aujourd'hui. À ceux qui s'inquiètent, je veux leur dire, parlez avec vos collègues qui ont su le faire. Et pour moi, la règle, c'est simple. On ne vous mettra jamais en situation, en venant faire votre travail, de danger. Et donc, je veux que partout, les choses soient bien organisées. Et donc, pour moi, la clé, c'est qu'elles soient bien organisées avec vos directeurs d'école, avec vos élus. Et donc, on ne dira jamais à un enseignant, pour qui les conditions ne sont pas remplies, vous devez aller travailler physiquement. C'est pas possible. Et donc, on est en train de s'assurer, par ce travail formidable des directeurs et directrices d'école, que les conditions sont remplies. Il y aura une autre organisation, et donc soyez rassurés là-dessus, c'est-à-dire que les classes seront plus petites, le temps organisé différemment, autour de 4 temps de la vie des enfants. Il y aura le temps où les enfants sont à l'école, comme on est là, dans une classe. Il y aura le temps où les enfants auront de l'étude dirigée, ce qui permet d'avoir des classes moins nombreuses. Il y aura le temps où, là aussi, avec les communes et un engagement, y compris financier de l'État, on va organiser une vie qui est pédagogique, mais non scolaire. C'est ce que le ministre appelait les 2 S2C, c'est-à-dire on va faire du sport, du civisme, de la citoyenneté, de la culture. Et donc on va demander aux acteurs sportifs, aux acteurs aussi culturels de s'engager avec nous à l'école, dans une période où moi je veux qu'on les accompagne parce que même peuvent plus travailler. Mais je vais leur demander sur la base du volontariat de venir nous aider à enseigner différemment à nos enfants. Et puis il y aura un temps qui continuera à se faire à distance, à la maison. Donc je veux renseigner nos enseignants, j'entends parfaitement leur réticence, ça se fera dans le dialogue, calmement, parce que nul ne sait dire combien de temps on aura à vivre avec le virus. Ce que je disais, le virus, quand on aura un traitement ou un vaccin, on l'aura éradiqué complètement. Peut-être qu'il va partir en raison des saisons ou autre. Je suis très humble, nous ne savons pas. Mais on ne peut pas dire, pendant des mois et des mois, le pays ne vit plus. On a dû décider ce confinement inédit. Maintenant s'ouvre une nouvelle phase où on doit essayer de continuer à maîtriser l'épidémie en ayant la vie d'une nation libre. Vous craignez l'écroulement économique? L'écroulement économique, vous le craignez? Non, je n'ai pas ces grands mots. Je mesure avec vous le choc massif économique. Nous sommes une nation forte. Et c'est parce que nous avons d'ailleurs cette force, cette crédibilité. Parce que depuis 3 ans, le gouvernement a su mener avec courage les réformes sur lesquelles je m'étais engagé, que nous avons renforcé cette crédibilité. Mais est-ce que cette reprise progressive par petits groupes ne va pas impacter finalement la reprise économique, parce que les employeurs vont devoir s'adapter à cette reprise? C'est une question très importante. Mais d'abord, je veux dire que là, ce qu'on est en train de vivre, on a su y répondre. On est le pays qui a sans doute le dispositif de chômage partiel le plus généreux au monde.
je l'ai fait en conscience, parce que c'est comme ça qu'on préserve les compétences dans l'entreprise et qu'on évite les licenciements dans cette période. On sait qu'il y en aura malheureusement à cause du choc économique et social qui est là et qui arrive. Néanmoins, on a pu investir au bon endroit, on a pu accompagner nos indépendants, nos artisans, on a pu accompagner nos agriculteurs qui sont engagés avec beaucoup de courage dans cette période, nos entrepreneurs comme nos salariés, parce que nous sommes une nation forte, parce qu'on avait réduit le déficit et eu une crédibilité qui nous permet aussi d'emprunter sur les marchés. Maintenant, toute cette période, elle va être devant nous. Et nous ne sommes qu'au début de la crise économique et sociale. Et donc il nous faudra, ça j'aurai l'occasion d'en reparler, bâtir les solutions. Maintenant, pour cette phase, ces 3 semaines qui sont devant nous, ce n'est pas un retour à la vie normale. L'épidémie est là, on la maîtrise mieux. Nous prendrons les décisions jeudi, sur la base des dernières données épidémiologiques, des avis scientifiques et surtout de l'organisation. Je tiendrai un conseil de défense et c'est à l'issue que toutes les précisions vous seront données. Alors justement, jeudi prochain, on va connaître la carte des juste départements. Pour être clair et parler de cette question qui importe pour les familles, on va partir sur 3 semaines. Je le disais, la glace est fine, il faut être très prudent, on rouvre prudemment. Et vous avez raison, il n'y aura pas un retour à la vie économique normale. On va rouvrir les commerces, sauf les bars, cafés, restaurants et ce qui est lié au tourisme, parce qu'il y a du brassage dans ces lieux. On va rouvrir nos entreprises, parce qu'il y a eu une vraie discussion, dialogue social. Mais il y aura des contraintes qui continueront à exister. Parfois, dans des entreprises où ils n'ont pas su trouver les conditions sanitaires pour protéger les salariés. Parfois, ces conditions sanitaires réduiront l'activité. Et nos concitoyens auront des contraintes quand leurs enfants ne peuvent pas être gardés, quand l'école est fermée ou autre. Et donc là, il va falloir que les employeurs, et ça c'est prévu par le gouvernement et il est en train d'en détailler toutes les conditions, il faudra la compréhension des employeurs. C'est-à-dire que si l'école n'est pas ouverte, que je n'ai pas de réponse pour mon enfant, je dois fournir évidemment une attestation et une preuve, mais l'employeur doit la comprendre. Et si je dois partir plus tôt pour aller chercher mon enfant, là aussi l'employeur doit le comprendre. Vous savez, cette période qui s'ouvre le 11 mai, c'est notre responsabilité collective. Celle du président de la République que je suis, du gouvernement, celle de l'ensemble des élus de la République, celle des dirigeants d'entreprise, mais de chaque citoyen. Un déconfinement plus complexe que le confinement lui-même ? Évidemment, parce que c'est d'abord, il faut beaucoup de prudence, parce qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Donc on va surveiller chaque jour l'évolution de l'épidémie. On va regarder si elle réaccélère. Et on sait bien qu'il y a un seuil au-delà duquel on considère qu'elle n'est plus maîtrisée à nouveau. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire que si moi, au début du confinement, j'étais infecté, je contaminais 3 personnes. Aujourd'hui, je n'en contamine même pas une. Si j'en contamine plus d'une, l'épidémie n'est considérée comme plus maîtrisée. Voilà. Donc on va essayer de tenir avec les gestes barrières, avec une éducation collective, un sens des responsabilités, mais évidemment sur les transports en commun, sur l'école, on voit la cloche qui sonne. On entend la cloche sonner, oui. Sur la vie économique, eh bien, ça aura un impact. C'est pas le retour à la normale. Et au bout de ces 3 semaines, au-delà de nos indicateurs de chaque jour, qu'est-ce qu'on verra ? On verra si on a une remontée forte dans les urgences. Et là, on pourra voir si on maîtrise et si on peut continuer cette phase, rouvrir encore un peu plus, ou au contraire refermer certaines autres activités. Alors on va rester sur jeudi prochain, on va découvrir la carte du déconfinement. Est-ce que les départements en zone rouge, quelles sont les restrictions que vous envisagez pour ces départements-là ? Le Premier ministre, avec les ministres, y reviendront en détail. Bon. Moi, je vais essayer d'avoir un propos simplement je dirais très simple et de bon sens. Ce critère rouge et vert, il est important, vous l'avez compris, parce que c'est aussi ce qui permet de suivre la capacité de réponse hospitalière, c'est ce qui permet de suivre les endroits où le virus tourne un peu davantage, et donc sur certains déplacements, sur l'ouverture de certains packs, sur la vitesse d'ouverture justement de certains services, on variera un peu les choses. Mais moi, je veux que ce soit très clair pour chacune et chacun d'entre nous. On sait à peu près comment il fonctionne et pour qui il est très dangereux, ce virus. Pour quelqu'un qui est fragile, qui est plutôt âgé, même en zone verte, il est très dangereux. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de relâchement et que quand on est classé vert, comme on dit, on se dise tout redevient à la normale. Ce serait faux. Ce ne serait pas une bonne idée. Au contraire, c'est un virus qui reste très dangereux pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées.
Partout en France, il y aura les gestes barrières, cette prudence, et il y aura des petites différences. Il ne faut pas en tirer des conséquences au-delà du raisonnable. Je crois que c'est tout le pays qui est engagé ensemble dans cette phase, et c'est la même prudence, le même esprit de responsabilité qu'on doit toujours marier à la liberté. Peut-être une question sur laquelle on doit avancer. Sur la vie pratique, les Français ont envie de revoir leur famille, ont envie de bouger à nouveau. Cette règle des 100 km, ce sera une recommandation ou une obligation? Là aussi, si oui, sanction. Là aussi, le gouvernement y reviendra et il faut une forme d'intelligence collective quand on doit visiter un parent. D'ailleurs, il y a aujourd'hui la possibilité, quand on a un parent qui est en maison de retraite ou en EHPAD, de pouvoir aller le voir même quand il y a des centaines de kilomètres depuis qu'on a ouvert les choses. Là aussi, il faut beaucoup de pragmatisme. Parfois, on s'échauffe l'esprit dans cette période, c'est normal. Tout le monde est fatigué de cette tension. Mais il faut beaucoup de pragmatisme. Qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est toujours ça qu'il faut rappeler. On veut éviter le brassage. C'est-à-dire on veut éviter qu'il y ait des milliers et des milliers de concitoyens qui viennent d'endroits qui sont plus infectés, qui aillent se mettre dans des endroits qui sont plutôt plus protégés. Parce qu'à ce moment-là, on va accélérer la diffusion du virus un peu partout. Mais donc il y aura des contrôles ou pas? Donc il y aura encore des éléments de contrainte sur des déplacements longs et il y aura des contrôles. Avec des attestations. Donc le gouvernement précisera les règles. Très précise, mais je vous donne la finalité. La finalité, on pourra toujours aller voir ses proches dans un cadre qui sera donné, mais on veut éviter. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Ses proches, c'est-à-dire pour raison médicale impérieuse ou je vais pas vous faire le bulletin, et c'est pas mon rôle. Mais mon rôle, c'est peut-être de rappeler une forme de bon sens dans cette période, et de rappeler que ce qu'on vient de faire collectivement, ce qu'on est en train de faire, est inédit. Et on est en train de le réussir, ce confinement. Et ce qu'on va faire avec cette période qui s'ouvre le 11 mai est inédit aussi, et on doit le faire tous ensemble, en citoyens libres et responsables. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ce bon sens. Ce qu'on veut éviter, c'est des grands brassages partout. Donc, on va demander de continuer à être vigilant, de ne pas retrouver sa vie normale. Ce qu'on veut éviter, au fond, il y a 2 grands week-ends qui arrivent. On veut éviter que des gens qui sont dans des villes qui sont très touchées aillent dans des zones qui sont moins touchées pour prendre un peu le verre, pour aller à la plage ou ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il y a ces mesures un peu de restriction, et c'est normal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste une toute petite question très courte. Les vacances cet été, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui ne pourront pas, n'ont pas les moyens de partir, mais est-ce que on pourra partir sur les plages, s'aérer? Alors, très vite. Je veux toujours, moi, avoir cet esprit de rigueur, de responsabilité, et rappeler, on n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr qu'on y arrivera. Et je veux donner cette lueur d'espoir. Moi, je souhaite que dans chaque secteur de la vie, on arrive à retrouver quelque chose. Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c'est que on va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. Et donc, on restera, je dirais, entre Européens. Peut-être, en fonction de l'évolution de l'épidémie, il faudra même réduire un peu plus. Mais ça, c'est trop tôt pour le dire. On le saura début juin. Ce sera début juin, c'est là qu'il faudra dire les choses. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse au maximum aider chacun à avoir une vie familiale et donc avoir cette part d'espoir et un peu de sourire et de soleil. Il y a aussi toutes celles et ceux, vous le disiez, qui n'ont pas de vacances et qui ne peuvent pas en avoir. Et ce à quoi on travaille, c'est aussi à cette nation apprenante tout au long de l'année. On a beaucoup d'enfants qui ne partent jamais en vacances, qui ne pourront pas. On a aussi beaucoup de familles qui parfois partaient plusieurs mois dans leur famille d'origine, assez loin. On a des situations multiples dans le pays. Et je veux qu'on puisse, nous collectivement, être aussi aux côtés des familles pour peut-être les aider davantage que d'habitude à organiser des temps de repos, des temps de loisirs, parfois à proximité, des temps d'occupation, des temps de culture, ensemble. Et donc nous sommes en train aussi de revisiter la vie de la nation, ce que le gouvernement a à faire, ce que chacun a à faire. Et l'été sera aussi un moment où l'invention, la créativité doivent être au rendez-vous d'un été un peu particulier à cause du virus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Emmanuel Macron qui s'exprimait depuis l'école Pierre de Ronsard de Poissy, qu'il a visité tout à l'heure. Alain Duhamel, première analyse. On entend la prudence du chef de l'État cet été, je ne sais pas trop, on verra. Et en même temps, sa fermeté. On ne peut pas continuer à dire le pays ne vit plus. Oui, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'à la fois il solennalise, ça va être très important. Donc, ça va être très important lundi prochain, on a bien compris, le début de la rescolarisation. Donc, c'est le président qui vient, qui visite une classe, qui parle avec des enseignants, avec des maires, et qui nous explique. Et en même temps, il dédramatise, il solennalise et il dédramatise dans la mesure où il explique que tout ça sera très progressif, que ça sera en concertation,
qu'il n'est pas question d'être autoritaire, qu'on va convaincre, et puis qu'il y aura des phases. Il y aura 3 semaines, ça se fera semaine après semaine, et puis il y aura des exceptions, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a des enseignants dont l'état de santé fait qu'on ne leur demandera pas de venir. Et on a vu quand même s'esquisser un peu plus que la dernière fois, quand il avait parlé, donc le 13 avril, lundi 13 avril, on a vu s'esquisser aussi l'exigence économique. Mais il ne s'est pas appesanti là-dessus. Simplement, il a dit, en gros, la nation tout entière vient de faire un effort inusité, sans précédent. Maintenant, on ne va pas pouvoir faire ça pendant des mois et des mois. Donc, c'est un type d'intervention assez rare dans la forme. C'est le président qui parle avec les enfants, les enseignants, les mères, etc. C'est quelque chose... Il souligne l'importance que va avoir ce qui commence lundi pendant 3 semaines par étape. Et en même temps, visiblement, il dit... Si j'ose dire, ça doit être un effort cordial. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé de la reprise des écoles. Il laisse au gouvernement le soin de préciser les modalités du déconfinement. Ça, ce sera jeudi. Alors, sur les écoles, Véronique Fèvre, ce qu'on comprend, c'est donc que ce sera bien une rentrée progressive, avec un calendrier un peu à la carte. Pré-rentrée le 11, après ça peut être le 12 ou le 14. Sur les enseignants, il dit aussi la rentrée devra être assurée si les conditions sanitaires sont là. Ça veut dire quoi? Comment il faut l'interpréter? Mais très clairement, pas de ça droit a de toujours retrait été répété. C'est-à-dire que si les maires ne peuvent pas fournir les personnes pour nettoyer les écoles, c'est-à-dire si le protocole sanitaire qui est extrêmement strict ne peut pas être respecté parce qu'on n'a pas les équipements, parce que les masques ne sont pas arrivés. Toutes ces choses qui sont décrites très très minutieusement dans 54 pages, c'est vrai qu'on pourra repousser l'ouverture de l'école. Mais il ne dit pas qu'on pourra le repousser indéfiniment. On comprend quand même que fermement, tout le monde doit se remettre au travail et trouver des solutions. Il dit qu'il préfère une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre. Donc on comprend que effectivement, à partir de la semaine prochaine, on va sans doute rentrer très progressivement. Certaines communes remettront à la semaine d'après. Sur les enseignants, il est aussi assez rassurant, c'est-à-dire qu'il dit personne ne vous, il dit on ne vous mettra jamais en situation de danger. Ouais. Néanmoins, on comprend que les professeurs qui sont fragiles, ceux qui ont des conjoints fragiles, pourront être autorisés à ne pas reprendre. D'ailleurs, c'est prévu aussi également dans la circulaire de rentrée. Ces professeurs privilégieront le travail à distance. Ce sont eux qui s'occuperont de tout ça. Mais les professeurs, malgré tout, sont appelés à reprendre. Et ils le répètent, et je le répète, pendant des mois et des mois, on ne peut pas dire le pays ne vit plus. Donc c'est une manière douce mais ferme de traiter les enseignants. Il s'est quand même bien gardé, Camille Anglade, d'évoquer ce que serait une rentrée réussie en termes de chiffres. Pas question de dire s'il y a tant d'enfants à l'école, ça c'est le piège. Oui, le bilan ou effectivement le bilan chiffré de ce 11 mai, impossible. Il a savamment esquivé cette question ou la réponse en tout cas, mais il l'a dit, le 11, on rouvre les écoles, il faut bien le faire, mais donc ça veut dire qu'on ne reviendra pas sur cette décision et que finalement il anticipe les annonces d'une certaine manière d'Édouard Philippe qui jeudi prochain doit confirmer si oui ou non on déconfine le 11. Donc là, ce qu'annonce quand même Emmanuel Macron, c'est que on déconfine le 11. Ça commence en tout cas cette phase très progressive sur 3 semaines pour les écoles notamment. Et puis c'est vrai ce que vous disiez, Véronique, il est à la fois doux mais quand même très ferme. Si les conditions sanitaires sont réunies dans toutes les écoles, que les 54 pages sont bien appliquées, eh bien il n'y aura pas de droit de retrait pour les enseignants. Il ne le dit pas tel quel, mais c'est ce qu'on comprend. Et ça, c'est quand même aussi une mise sous pression, même s'il a rendu hommage au sens du devoir et au courage des enseignants qui à la fois avaient physiquement assuré leur poste pendant cette période de confinement et aussi à ceux qui ont assuré l'école à distance. Il a tenu à leur rendre hommage. Et puis une autre phrase m'a marqué, un premier bilan, le confinement, on l'a réussi. Ça aussi, je ne l'avais pas encore entendu dans la bouche du président. Ça veut dire qu'effectivement, il valide les courbes qui redescendent et qu'il ouvre la porte à ce déconfinement. Message aux enseignants, mais aussi aux maires, évidemment, Alain Duhamel, dont il comprend, le président de la République, les angoisses et les inquiétudes. Il ne pouvait pas ne pas leur adresser un message aujourd'hui. Oui, on a bien vu, ne serait-ce que par la tribune qui a été publiée dimanche par de nombreux maires d'Île-de-France, qu'il y avait un souci qui est d'ailleurs compréhensible.
Cela dit, il ne faut pas non plus avoir la mémoire trop courte. Il ne faut pas oublier que les maires, il y a quelques semaines, s'impatientaient parce qu'on ne leur donnait pas assez de responsabilités et insistaient sur le fait, qui est d'ailleurs une réalité, que chaque commune est un cas différent de la voisine. Et donc que c'est le maire qui sait exactement, par exemple, pour prendre un seul exemple, ce qu'est réellement l'espace scolaire. Est-ce que l'entrée sera assez large? Est-ce que les salles seront assez grandes? Le maire le sait très bien. Son voisin ne le sait pas. Bon, donc, bien sûr, les maires, il leur rend hommage. Bon, mais il leur rend hommage, mais aussi, il faut qu'ils jouent le jeu maintenant. Alors, on voit très bien, c'est logique que les maires veulent aussi maintenant qu'ils ont la responsabilité, ils veulent la protection. Et la protection, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans 6 mois, dans 1 an, même dans 5 ans, puisque c'est possible, avec une information judiciaire à leur détriment. Donc il faut trouver un moyen de leur donner des garanties. Ça n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de contentieux passés de maires avec leurs administrés sur ce genre de sujet. Vous vous rappelez, quand dans une cour de récréation, il y avait un poteau de basket qui était tombé sur un élève, évidemment, le directeur avait été mis en cause. Donc, ils veulent se protéger de ce genre de choses. C'est humain, mais il faut aussi qu'ils se rappellent qu'ils voulaient le pouvoir, les maires. Et donc, on leur a donné, maintenant, il faut l'exercer. Oui, sans empiéter sur ce que va annoncer Édouard Philippe jeudi prochain, Emmanuel Macron a quand même commencé à esquisser aussi ce déconfinement et le rôle de ces départements rouges-verts. Et certains départements verts vont peut-être être déçus. Il a quand même rappelé que quand on est une personne âgée ou une personne fragile, eh bien, on doit continuer à faire extrêmement attention et que vert ne veut pas dire relâchement ou déconfinement total. Là aussi, on attendra des précisions du Premier ministre. La pandémie n'est pas finie. Bien sûr, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le rouge-vert, justement, Alain. Dès qu'il y avait une question un peu piégeuse ou un peu détail, quelle sera la différence? Ça, vous voyez avec Édouard Philippe. Oui, il y a visiblement une répartition des tâches. C'est bien clair. Très 5e République. Lui, c'est la stratégie et le Premier ministre, c'est la mise en œuvre. Et lui, il voulait insister, solenniser et en même temps dédramatiser la réouverture du système scolaire, en commençant par les plus petits, par les plus jeunes. Et en revanche, pour expliquer ce que vont être les modalités du déconfinement, c'est le Premier ministre et puis, le cas échéant, le ministre de la Santé, peut-être le directeur général de la Santé. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est 2 choses. D'une part, cette tentative d'utiliser ce qui n'était pas son registre précédent, une sorte d'autorité cordiale. Bon, au départ, il a joué ce qu'on a appelé, c'est classique, le père de la nation. Bon, là, c'est plutôt le grand frère rassurant que le père de la nation. Donc c'est un autre chef de guerre aussi, Alain. On avait eu le chef de guerre au départ. Il avait été successivement martial, ensuite très haut fonctionnaire, et puis depuis en fait le lundi 13 avril, il a choisi un autre registre. Je pense que même dans la posture, il est assis sur le bureau là. Absolument. C'est un peu professeur. Il est au tableau. Je pense que de son point de vue, il a raison, c'est-à-dire que il faut cesser d'être le magistrat suprême pour se rapprocher des Français, pour être plus simple, plus modeste. D'ailleurs, 2 ou 3 fois, il s'est bien rappelé qu'il fallait l'être. Oui, je suis très humble. Donc, il a souligné. On avait dû lui dire, il faut vraiment y penser. Et plus accessible, plus humain. Il est moins impérieux et plus humain, mais ça reste une forme d'autorité. Le grand frère rassurant, qui n'a pas donné beaucoup de précisions, Gaëtan, sur la reprise au sein des entreprises. Ça, encore une fois, ce sera pour jeudi. Il a quand même donné quelques informations, on va en parler. Mais d'abord, un mot sur les vacances d'été, car il en a parlé aussi, le président de la République. Il ne faut pas penser tout de suite aux vacances d'été. On verra plus tard. Effectivement, on verra en fonction de l'évolution de cette épidémie. Il a néanmoins dit une chose importante, c'est que, de toute façon, les voyages à l'étranger hors Union européenne et espace Schengen, de toute façon, sont interdits. Il faut y renoncer. Mais il n'a pas fermé la porte, effectivement, à la possibilité peut-être de pouvoir partir dans les pays de l'Union européenne. Mais tout ceci, bien évidemment, sera analysé un peu plus tard en fonction de cette évolution de l'épidémie. Mais avant cela, il y a effectivement la reprise du travail et il a quand même donné un élément qui est pour moi très très important. Il a rappelé que les parents qui ne mettront pas leur enfant à l'école alors que l'école est ouverte et peut l'accueillir, eh bien, il faudra que ces parents prennent leurs responsabilités. Je m'explique.
les parents qui ne mettront pas leur enfant à l'école et qui ne pourront pas aller travailler, il faudra qu'ils fournissent une attestation à leur employeur, comme quoi l'établissement ne peut pas accueillir leurs enfants. Sinon, eh bien, ces personnes n'auront plus droit au chômage partiel. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a près de 13 millions de salariés du secteur privé sur 19,7 millions qui sont au chômage partiel, qui sont payés par l'État français à hauteur de 84% de leur salaire net. Et donc, si ces parents prennent la décision, alors que l'établissement est ouvert, de ne pas mettre leur enfant à l'école, eh bien, ils perdront tout simplement ce droit. Le président de la République a indiqué qu'il faudra fournir une attestation à l'employeur pour continuer à percevoir le chômage partiel. Mais bien entendu, progressivement, en fonction des classes qui, semaine après semaine, feront leur rentrée. Bien sûr. Et forcément aussi sur la base expérimentale de la manière dont ça sera passé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, comme vous le disiez à juste titre, il veut inciter au maximum ceux qui peuvent retourner travailler à le faire, mais en même temps, il faudra tenir compte de l'expérience, savoir si ça se passe bien ou pas bien, à quel rythme ça va se passer réellement, quel est le pourcentage d'élèves qui viendra, et puis en voyant la manière dont ça se passe, ensuite, on peut décider. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place le chômage partiel individualisé qui pourra justement être découpé en fonction du besoin des salariés. Si un salarié dont l'enfant ne peut être accueilli que le matin, eh bien, il pourra très bien être au chômage partiel l'après-midi. C'est prévu par le ministère du Travail, ce cas de figure. On voit quand même que le président est en train de préparer le terrain pour un durcissement des conditions. Il l'a bien dit, ce confinement ne peut pas durer éternellement. Financière, en tout cas. Le chauffement, des conditions du chômage partiel. Oui, mais aussi de tout ce qui accompagnait le confinement, puisque le choix, le côté volontariat s'accompagnera d'un durcissement effectivement du chômage partiel. Il a quand même insisté sur l'économie, ce qui est nouveau dans sa bouche, même s'il n'a pas souligné le trait, c'est vrai. Il n'a pas repris l'expression d'Édouard Philippe, écroulement économique à venir. Mais je n'utilise pas ces grands mots, a-t-il dit, mais nous ne sommes qu'au début de la crise économique et sociale. Ça, il l'a quand même souligné. Et il résume la situation avec cette image. La glace est fine, elle ne doit pas se briser. C'est vraiment la ligne de crête sur laquelle marche le gouvernement en ce moment. C'est une image qu'il utilise depuis les Gilets jaunes. Moi, je retiens aussi... alors, il a reformulé, on le savait, mais il dit qu'au bout de 3 semaines, on allait faire une petite clause de revoyure et qu'on était prêt. Alors, 3 semaines, c'était une échéance qu'on n'avait pas forcément entendue. 2 juin. Si, partout. 2 juin, on sait que aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan économique, et que même en ce qui concerne les vacances, c'est aussi un moment où on doit faire le point. C'est 3 semaines de mise en route, je dirais, notamment dans les écoles. Et pour revenir sur les attestations, on a déjà des directeurs qui transmettent un message aux parents pour leur dire on vous fournira les attestations nécessaires, car nous ne pouvons pas, dans l'état actuel, par exemple, accueillir votre enfant en raison de l'exiguïté des lieux, des contraintes sanitaires. Camille Anglade, on peut quand même confirmer que le président de la République est allé dans le même sens que ce changement de ton observé par le Premier ministre hier devant les sénateurs. Maintenant, il faut y aller. Le déconfinement. Il faut y aller. Voilà. Jusqu'à dimanche soir, une incertitude pesait, un gros point d'interrogation sur le déconfinement, oui ou non, jeudi. On nous assurait que la décision serait prise jeudi en fonction des indicateurs sanitaires, notamment liés à l'épidémie. On voit bien depuis hier la déclaration du Premier ministre devant les sénateurs. Et puis aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui n'est plus tellement de question de revenir en arrière et de rester confiné lundi 11 mai. C'est la principale information d'ailleurs de cette interview d'Emmanuel Macron. Il est là pour dire on y va, on appuie sur l'accélérateur tout doucement, très progressivement, de manière courtoise mais ferme, mais on y va. Il n'est donc plus question aujourd'hui de renoncer à ce déconfinement, de reculer, et c'est aussi aujourd'hui que se joue la conviction des maires, des enseignants, des différents élus, des différents acteurs de ce déconfinement. Donc le ton a changé. Il a précisé aussi les contours de la journée de jeudi, conseil de défense le matin, suivi d'un conseil des ministres selon nos informations. Et puis, une déclaration probablement, très probablement, c'est ce que laissait entendre Emmanuel Macron lui-même, d'Édouard Philippe, peut-être accompagné du ministre de la Santé et de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Alain. Oui, mais il faut dire d'un mot, ce qui est d'ailleurs pas du tout contradictoire, il faut dire d'un mot que les chiffres accablants sur le plan économique qu'on a reçus depuis 48 heures ont aussi pesé lourd et sur Édouard Philippe et sur lui, puisque la France est parmi les pays européens, en proportion bien entendu, celui dont l'activité économique a le plus baissé. D'où l'urgence d'essayer de réanimer. Bien sûr.
Et on reviendra bien sûr dans un instant sur ce déplacement du président de la République dans cette école élémentaire de Poissy. Et ce qu'il faut retenir de sa prise de parole que vous avez suivie en direct sur BFM TV. Mais d'abord, l'un de nos rendez-vous quotidiens, BFM TV, qui répond à vos questions. Avec une première question de Benjamin. Alexandra Gonzalez, c'est avec vous, qui demande: sait-on quand les lycées vont rouvrir? Je suis en première et je ne sais pas quand je vais pouvoir retourner en cours. Le président en a parlé d'ailleurs. Oui, alors la décision pour les lycées sera prise fin mai en fonction de l'évolution sanitaire dans le pays, avec une priorité qui va être donnée aux établissements de l'enseignement professionnel. Cependant, la semaine dernière, le ministre de l'Éducation avait déjà commencé à dessiner la possibilité d'une rouverture des lycées en septembre. Il avait dit: nous allons faire l'évaluation de la situation pour les lycéens à la fin du mois de mai. Il sera possible que la rentrée pour eux soit en septembre. Ça concerne aussi du coup les BTS. On a beaucoup de questions sur les BTS qui sont au sein des lycées. Eh bien, là aussi, il faudra attendre cette décision fin mai. Dans tous les cas, quelle que soit la décision prise, ça se fera sur la base du volontariat pour les élèves. Mais ça ne veut pas dire déscolarisation, puisqu'il faudra continuer les cours à distance chez soi. Benjamin. Une question de Anne sur les crèches, ça va vous intéresser. La crèche de ma fille va rester fermée. Peut-elle être gardée dans une autre crèche via un service minimum d'accueil? Alors on a posé la question et c'est non. Que ce soit une crèche privée ou une crèche municipale qui appartient à une collectivité locale, dans les deux cas, comme le placement en crèche n'est pas obligatoire, contrairement à la scolarisation, eh bien il n'y a pas de service minimum d'accueil. Donc si la crèche de votre enfant reste fermée ou n'a pas la capacité pour accueillir votre enfant à partir de la rouverture du 11 mai, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez continuer à être en chômage partiel ou en télétravail pour continuer à garder votre enfant à la maison. Question d'Émilie: je travaille dans un hôtel, je suis en chômage partiel, mais mon employeur me dit qu'il n'y aura plus d'aide le mois prochain et ne pourra pas nous payer. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. La ministre du Travail a répondu très clairement hier à cette question sur BFM TV. Elle a indiqué pour tout ce qui est hôtellerie, mais aussi bar, restauration, événementiel, tourisme, une bonne partie du secteur culturel, eh bien, tous les secteurs qui ne pourront pas rouvrir à cause d'une décision administrative continueront à bénéficier du chômage partiel, c'est-à-dire que les salariés toucheront 84% de leur salaire et l'intégralité de ces 84% seront prises en charge par l'État. Pour l'instant, elle ne donne pas de date de fin à ce dispositif, mais elle indique que ça sera le cas tant que l'activité économique ne peut pas reprendre et donc ça vous concerne directement puisque vous travaillez dans un hôtel. Merci Alexandra. Il est 13h bientôt 54, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur les points essentiels de l'intervention d'Emmanuel Macron. L'ouverture des écoles qui doit se faire la semaine prochaine à condition évidemment que les conditions de sécurité soient garanties. Et puis il y a eu un petit mot pour les vacances d'été aussi. On verra début juin, a répondu le président de la République. Comme tous les soirs à 20h aujourd'hui, la France applaudit. Premier mot, merci. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Je remercie les infirmiers et les infirmières et je les encourage. Je voudrais qu'ils soient courageux. Merci, 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 merci du fond du cœur. Dans ces moments qui ne sont pas faciles pour vous. Merci pour ce dévouement. On pense à vous et tenez le coup. Tous les soirs à 20h, pour soutenir nos soignants, on applaudit. Lidl soutient 20h on applaudit sur BFM TV et s'associe à la solidarité nationale en applaudissant aussi tous les salariés de la chaîne alimentaire. L'ensemble des recettes générées par ce partenariat sera reversé à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Retrouvez Coup de Poker avec Winamax, site de poker en ligne. Salut à tous, Coup de Poker épisode 15. Aujourd'hui, le bluff. Et le bluff, c'est forcément très excitant, Michel. C'est un petit peu comme au foot, passer un petit pont, une forme d'humiliation, une façon de dire. C'est qui le patron ? Ouais, pardon de calmer ton excitation là-dessus, Daniel, mais si tu pars sur cette idée, tu n'iras nulle part. Attention aux mythes et aux légendes autour du bluff. On n'est pas dans un western. Tu veux dire que si je passe un petit pont au foot, mais que je perds le ballon derrière,